Ouais, bonsoir et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on est sur des marchés qui sont en croissance très forte et on peut peut-être commencer par ça. La première chose, il y a deux tendances de marché qui tirent l'activité de Believe et la croissance de Believe. C'est d'abord la transformation digitale, le basculement d'une consommation de CD vers le streaming et puis ensuite les artistes. Le slide que vous voyez ici sur cette présentation, c'est les progressions et les chiffres de croissance du marché du streaming. Donc vous voyez en noir sur la courbe ce qui se passe depuis maintenant, depuis 2001, depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, qui est la décroissance des ventes de CD, qui s'est accélérée très très fortement. Et puis tout à droite, la croissance du streaming, qui est essentiellement tirée aujourd'hui par les abonnements payants. Donc en France, beaucoup de gens connaissent Deezer, mais aussi Amazon, YouTube, Spotify qui ont lancé des offres d'abonnement. Et en fait, ce sont ces offres d'abonnement aujourd'hui qui tirent l'essentiel de la consommation. On anticipe que d'ici 2027, la consommation va représenter pratiquement 80% du marché. Donc vous voyez, on est sur un marché sur lequel on a encore une pente de croissance qui est quasiment une droite jusqu'à la fin de la décennie et qui est le premier élément de la transformation du marché. Il y a deux autres éléments dans la transformation du marché au-delà du basculement du streaming qui est l'apparition des marchés émergents. Les marchés émergents historiquement, ce sont des marchés sur lesquels il n'y avait pas de marché, puisque les CD en Chine, en Russie, au Brésil, les CD étaient piratés, donc on était sur des marchés qui étaient peu monétisés, sur lesquels YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon sont présents et sur lesquels on voit des niveaux de croissance qui sont très très fortes et qui vont continuer à se poursuivre très fortement. Et ce sont des marchés sur lesquels Believe est particulièrement positionné, j'en parlerai. Et puis le dernier élément qu'on voit, c'est dans le monde digital, la monétisation de plus en plus forte de la musique, que ce soit sur Facebook pour que les utilisateurs puissent utiliser de la musique pour illustrer leurs vidéos, ou sur TikTok, ou bien évidemment sur YouTube. Donc fondamentalement, la première des forces qui tire la croissance de Believe et donc qui va être tirée encore pendant longtemps, c'est cette transformation digitale et cette adoption de l'abonnement payant. La deuxième force de Believe qui tire la croissance, c'est la transformation du marché des artistes. Alors c'est une chose dont on parle assez peu parce que c'est une tendance qui est beaucoup plus rentable, qui est beaucoup plus récente. Qu'est-ce que c'est la transformation du marché de la musique et des artistes ? Historiquement, il faut penser que le marché de la musique, c'était un marché sur lequel on avait quelques centaines d'artistes en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, qui capturent 80% de la valeur du marché sous forme de CD. C'était un marché très concentré. Pourquoi il était très concentré, ce marché ? Parce que produire des CD, distribuer des CD, économiquement, ça coûte cher. Donc, on concentre, les maisons de disques concentraient cette activité sur des gros artistes qui étaient des très gros vendeurs. Donc, marché très concentré, qui est concentré également par les médias. Notre métier, c'est de développer des artistes. Pour développer des artistes, on fait des partenariats dans le monde traditionnel. On fait des partenariats avec une chaîne de télévision, une radio et puis des magasins. Et donc, c'est ce qui faisait le marché. Dans le monde digital, on a des logiques qui sont très différentes. Et il y a un exemple que j'aime bien pour décrire ce changement-là. C'est les deux plus gros vendeurs de la décennie, entre 2010 et 2020, en France, deux artistes qui ont vendu plus de 6 millions d'albums. Johnny Hallyday, 98% de ventes de CD en supermarché. Donc le public de Johnny Hallyday, comment est-ce qu'on fait la sortie d'un album de Johnny Hallyday ? On fait un partenariat avec TF1, avec France Télévisions, un partenariat avec RTL, avec Europe 1, un partenariat avec la Fnac Leclerc, et c'est comme ça qu'on fait connaître un album de Johnny Hallyday. Jul, plus de 6 millions d'artistes vendus, qui est un artiste de Believe. 80% du chiffre d'affaires des ventes d'albums de Jul, elles sont digitales. Et donc, Jul, comment est-ce qu'on fait un développement d'artistes comme Jul ? Partenariat TikTok, partenariat YouTube, partenariat Deezer, Spotify, parce que les audiences sont digitales. On va surtout pas faire de la télévision, on va très peu faire de radio, et les ventes physiques pour ce type d'artistes sont très faibles. Donc on a
un changement profond du marché. Pour le top des artistes dont je viens de parler, en haut, on passe d'un marché traditionnel à un marché digital dans lequel le développement d'artistes est digital. Et donc, une des premières caractéristiques de Believe, c'est d'offrir une offre de service digital à des grands artistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Jul, pour la 5e année consécutive en France, c'est l'artiste le plus important sur le marché, l'artiste qui vend le plus de disques. Et donc, on a une attractivité très forte sur ces artistes. La deuxième chose importante à comprendre dans le monde de la musique, c'est que ce marché des top artistes, qui est le marché de l'origine, il s'est élargi très fortement. On a mis un exemple sur le slide que vous voyez, qui est le marché allemand. Ce que vous voyez, c'est que en 2020, le marché allemand, le top 200 des artistes, dans le monde digital, ne représentait que 27% de la valeur du marché. Si on avait pris les ventes physiques, c'était plus de 80%. Là, c'est plus de 27%. L'essentiel du marché aujourd'hui, il est sur les artistes qui sont en dessous du top 200. Ce qu'on appelle la génération d'artistes établis qui gagnent leur vie avec leur musique, c'est-à-dire à peu près 5000 artistes sur un marché comme l'Allemagne, entre 5 et 10 000 artistes. Et puis, on voit... et on a utilisé la technologie pour donner l'accès au marché à un nombre très très important d'artistes. Sur l'Allemagne, la France est assez similaire, plus de 30 000 artistes qui capturent 28% du marché. Et donc, on a cette transformation fondamentale du marché. Ça n'est plus un marché élitiste, c'est un marché dans lequel il faut toujours servir des gros artistes de manière digitale, mais on a un volume de plus en plus significatif d'artistes, qui capturent une part de plus en plus forte du marché. Et donc, Believe, la manière dont Believe a réfléchi et construit son offre, c'est de prendre en compte ce changement radical de marché, de dire on va utiliser la technologie pour construire une offre pour ces dizaines de milliers d'artistes en France ou en Allemagne qui sont des millions à travers le monde, qui sont des artistes en développement, des nouveaux artistes qui n'avaient pas accès au marché précédemment. On va utiliser la technologie pour aider cette nouvelle classe moyenne d'artistes qui gagnent leur musique, et puis au fur et à mesure où le marché se digitalise, on va travailler avec de plus en plus d'artistes au top du marché. Ce que fait Believe, ce que vous voyez sur ce slide, c'est quel est notre métier et qu'est-ce qu'on fait auprès des artistes à différents niveaux. Que vous voyez la manière de réfléchir et de comprendre l'écosystème de la musique, c'est on est dans un écosystème aujourd'hui dans lequel les artistes se produisent. Que ce soit un grand artiste ou un artiste en développement, qu'on parle de Jul dont on parlait tout à l'heure ou d'un nouvel artiste, l'ensemble des artistes ont des studios chez eux où ils enregistrent, où ils vont louer un studio pendant une semaine, ils enregistrent un album et ensuite ils viennent nous voir, ils viennent voir les maisons de disques pour qu'on les aide à aller trouver leur public. Et donc ils demandent typiquement 4 types de services que vous voyez ici, c'est-à-dire la distribution. Ils nous donnent leur musique, on la numérise et on rend cette musique disponible sur les plateformes de streaming comme Spotify, Amazon, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook. Et bien évidemment, on monétise, on les aide à financer. Très souvent, ils viennent nous voir, ils nous disent, voilà, je vais sortir un nouvel album, j'ai besoin de 10 000, 15 000, 20 000 euros, je génère 100 000 euros avec ma musique digitale. Est-ce que vous pouvez m'aider à financer le nouvel album? Donc, sur à peu près 5% de nos artistes, on les aide à financer leur stratégie et ensuite, on les aide sur la construction de toute leur stratégie de mise sur le marché avec le marketing, la promotion et la collecte des droits. Donc on est vraiment un intermédiaire entre les artistes qui ont produit leur musique et les magasins digitaux auprès desquels on rend la musique digitale et auprès desquels on va faire le marketing et la promotion des artistes. Et donc on est associé, pour finir, auprès des artistes dans cette mise sur le marché. Il y a 2 modèles d'affaires qu'on voyait sur le slide précédent qui sont les solutions automatisées. Sur une solution automatisée, on est sur un modèle de SaaS, c'est-à-dire que les artistes payent 10 € par an pour qu'on distribue un titre et on leur reverse 100% des revenus. Sur les solutions premium, on est associé au succès des artistes qu'on développe avec un pourcentage de revenus qui va varier en fonction du type de service qu'on offre aux artistes. Plus on offre des services importants, plus le partage de revenus en faveur de Believe va être important et inversement. Le modèle de Believe et le modèle d'exécution de Believe, la manière d'y réfléchir, et on le voit très bien dans la construction j'en parlerai après, dans les chiffres des 6 premiers mois de l'année, il est
il se compose de deux parties. Il se compose de ce qu'on appelle la partie commerciale, c'est-à-dire nos équipes qui vont développer des artistes dans tous les pays. Donc dans chaque pays aujourd'hui, on a des artistes qui ont deux rôles. On a des équipes qui ont deux rôles. Leur premier rôle, c'est de constituer des portefeuilles d'artistes. Donc on a des directeurs artistiques qui vont voir des artistes en France, qui vont voir Jul, qui vont voir Naps, qui vont voir Vianney, l'ensemble des artistes dans le marché, et qui signent des contrats avec ces artistes pour constituer un portefeuille. Et ensuite, dans chacun de ces pays, on aide ces artistes à rendre leur musique disponible. Une des très grandes idées fausses sur le monde de la musique, c'est que le monde de la musique, c'est un monde de stars internationales. Il n'y a rien de faux. Sur un pays comme la France, l'année dernière, 75% de la valeur du marché de la musique, c'est-à-dire des ventes de disques en France, a été faite, physique et digitale, par des artistes français. C'est la même chose en Allemagne, c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Russie, dans la quasi-intégralité des pays du monde. Donc la stratégie de Believe, elle a d'abord été de signer des top artistes et de constituer ces portefeuilles d'artistes locaux, qui sont les grands artistes locaux, mais aussi les artistes établis et les nouveaux artistes, dans chacun de ces pays avec nos équipes. Le deuxième élément du modèle d'exécution de Believe, c'est, dans l'ensemble des pays à travers le monde, d'utiliser, d'avoir construit une plateforme technologique qui est utilisée par l'ensemble de nos équipes. Notre plateforme technologique, elle est développée par des développeurs qui sont basés à Paris, qui développent les technologies qui nous permettent de recevoir un titre ou une vidéo musique de la part d'un de nos artistes, de la numériser, de l'envoyer à Spotify, de l'envoyer à YouTube, ensuite de collecter de la part de YouTube ou Spotify ou Deezer les revenus qui sont générés par cette musique et ensuite de les reverser aux artistes. On est présent aujourd'hui, Believe est présent dans 50 pays à travers le monde. Nos équipes dans l'ensemble de ces pays utilisent cette plateforme technologique. Vous voyez quelques chiffres clés sur. On a créé la société en 2005, il y a 16 ans. Aujourd'hui, on est présent dans plus de 50 pays à travers le monde. On sert plus de 850 000 artistes, ce qui est plus que aucune des maisons de disques traditionnelles, pour la raison que je décrivais tout à l'heure et que vous avez ici en haut à droite, qui est que on offre des solutions à des centaines de milliers d'artistes avec TuneCore, qui sont des artistes en développement. On offre des solutions à des dizaines de milliers d'artistes qui constituent les artistes de la classe moyenne, et de plus en plus des solutions au top des marchés. Notre stratégie d'investissement, aujourd'hui, vous la voyez sur ce slide, on est dans un stade, et encore une fois, c'est très reflété dans les chiffres des 6 premiers mois de l'année. On est dans des marchés qui sont en très forte croissance, doublement en très forte croissance, ils sont en croissance forte parce que le streaming continue et l'adoption du streaming continue à être très forte, et ils sont en très forte croissance parce que nous, Believe, travaillant avec les artistes à chacun des niveaux de développement, on acquiert une part de marché de plus en plus significative des artistes. Donc notre stratégie d'investissement, elle est très simple. Elle constitue à continuer à investir pour développer des équipes locales qui vont acquérir des artistes dans des nouveaux segments de marché, acquérir des droits de la part de ces artistes. On accélère cette croissance de portefeuille avec une stratégie d'acquisition. Et l'IPO, l'introduction en bourse, nous a permis aujourd'hui d'avoir le capital qui va nous permettre d'accélérer notre stratégie d'acquisition pour construire nos portefeuilles d'artistes, et on continue à investir dans notre plateforme technologique pour apporter des solutions auprès des artistes, des solutions de marketing digital, des solutions pour mieux distribuer leur musique sur TikTok, sur l'ensemble des services. Donc c'est le modèle d'investissement. La particularité de ce modèle aujourd'hui, et ce qu'on a très bien vu dans les 6 derniers mois de l'année, c'est que on est à un stade où la croissance du chiffre d'affaires, c'est-à-dire la croissance qui est tirée par la croissance du portefeuille d'artistes et notre capacité à attirer plus d'artistes que les acteurs traditionnels, elle est beaucoup plus rapide que le niveau d'investissement qu'on a à faire dans notre plateforme technologique. Une grosse partie de notre plateforme technologique, c'est un investissement qui est fixe. On a fait numériser des contenus, payer des royautés, c'est quelque chose qu'on fait depuis 15 ans. Nos investissements dans la plateforme aujourd'hui sur cette partie de la plateforme sont très stables.
on continue à investir dans des plateformes de data et de marketing, mais de manière beaucoup moins forte. Et c'est ce qu'on verra dans les 6 premiers mois de l'année, où ça se traduit par une augmentation assez rapide du levier opérationnel. Donc voilà un petit peu le marché et l'introduction de Believe. Rapidement, je vais passer un peu plus rapidement sur les chiffres des 6 premiers mois de l'année. Ils reflètent ce que je viens de décrire, c'est-à-dire une croissance organique très très importante. J'insiste sur le fait que cette croissance organique, elle est tirée d'abord par le fait qu'on croit beaucoup plus que les acteurs traditionnels. Une des questions qu'on a, c'est très souvent, vous êtes en concurrence avec Universal Music, vous êtes en concurrence avec les majors du disque. Qu'est-ce qui fait que les artistes viennent chez vous et pourquoi vous êtes attractif? On est un acteur digital dans un monde qui est de plus en plus digital, avec des solutions adaptées pour tous les artistes. C'est ça fondamentalement qui fait qu'on croit beaucoup plus vite. Si vous comparez notre 30% de croissance organique au premier trimestre, ça se compare à un peu moins de 15% de croissance organique chez Universal Music, qui est le leader du marché. Donc, et c'est notre attractivité dans le monde digital qui tire cette croissance. Évidemment, comme on a une plateforme qui a un investissement dans lequel une grosse partie de l'investissement a été effectuée, les investissements actuels progressent moins vite. Donc on voit sur les 6 premiers mois de l'année une augmentation très rapide de la rentabilité du groupe, avec une augmentation très significative de la marge d'EBITDA que vous avez et qui va se poursuivre. Donc, ce qui nous a amené à réviser nos objectifs pour 2021 à la hausse, à la fois en termes de croissance et en termes de rentabilité. Je souligne encore une fois le fait que l'augmentation de la rentabilité sur le premier semestre de cette année, elle s'est faite en continuant à investir dans la plateforme, mais à un rythme qui était beaucoup moins rapide. Dernier élément, on en a parlé, la capacité financière que nous a apporté l'introduction en bourse, avec le renouvellement de notre capacité d'endettement à travers des facilités de crédit, nous permet aujourd'hui d'avoir une capacité d'investissement en acquisition qui va venir accélérer notre croissance externe dans les semaines, mois à venir. Je vais passer très rapidement sur ce slide que vous voyez ici. Il résume très simplement l'équation croissance organique très rapide, investissement dans une plateforme pour accélérer la croissance, mais à un rythme qui est beaucoup plus lent que la croissance des revenus, qui se traduit par un levier d'exploitation et croissance du niveau d'EBITDA. C'est vraiment la logique qu'on a vue sur les 6 premiers mois de l'année qui va se poursuivre. J'ai juste une petite question, Denis. Oui, bien sûr. Les 17 millions, là, 7% du chiffre d'affaires, les solutions automatisées, ce sont les abonnements de 10 € par an dont vous parliez tout à l'heure? Exactement. Donc c'est la partie du modèle sur lesquelles, en fait, on a l'artiste vient, paye 10 € par mois, on distribue sa musique, on reverse 100% des royautés. Donc dans cette partie du modèle, on ne va pas comptabiliser en chiffre d'affaires les royautés qui sont reversées aux artistes, on ne va comptabiliser que le montant de l'abonnement. Que l'abonnement. Absolument. Alors que sur les solutions premium, notre chiffre d'affaires... 10 € par mois. Hein. 10 € par an pour un titre et 50 € pour un album. D'accord. Donc, mais en fait, traditionnellement, ce qui se passe, c'est qu'on a des artistes qui vont distribuer plusieurs albums et quand ils sont à l'intérieur de la plateforme, ils ont accès à un certain nombre de solutions additionnelles sur lesquelles ils vont payer des montants additionnels pour pouvoir accéder que leur musique soit distribuée à plus de magasins, avoir accès à de la donnée, un certain nombre de choses qui viennent augmenter les 10 € d'abonnement. Voilà la logique, mais c'est une bonne question. Géographiquement, la croissance aujourd'hui, elle vient de l'intégralité de la quasi-intégralité des pays du monde. On est concentré aujourd'hui, il y a une révolution dont très peu de gens sont conscients, qui est à l'œuvre dans le monde de la musique. Depuis 50 ans, le monde de la musique, le premier marché mondial de la musique, ce sont les États-Unis. Quand on projette la progression des marchés dans les 10 ans à venir. D'ici la fin de la décennie, le premier marché mondial de la musique, ce sera l'Asie-Pacifique. Le deuxième marché mondial de la musique, ce sera l'Europe. Et les États-Unis ne seront plus que le troisième marché mondial. Donc, dans la stratégie de Believe et au cœur de la stratégie de Believe, et c'est aussi pour ça qu'on a fait une introduction à Paris et pas à New York, hormis le fait que nos capacités sont ici, c'est que
On veut être au cœur des marchés. On a une position de leadership très forte en Asie qu'on veut continuer à développer, 70% de croissance. On a une position forte en Europe qu'on veut continuer à développer, 44% de croissance, mais on voit une croissance globale. Le seul élément sur la croissance qui est particulier sur le premier semestre de l'année, qui va se poursuivre sur le deuxième, c'est sur l'Allemagne, on a une croissance ralentie. Pour deux raisons. On a fait l'Allemagne est un pays sur lequel les ventes de CD étaient relativement importantes. On a fait 2 acquisitions il y a quelques années sur ce pays qui sont dans lesquels on a des ventes physiques assez importantes et on a commencé à rationaliser notre portefeuille d'activités et d'artistes et notamment on a arrêté des contrats qui étaient des contrats sur lesquels on faisait uniquement de la vente de CD parce qu'on ne voit pas de valeur stratégique à moyen terme, ce qui explique la performance qui est plus faible de l'Allemagne dont on anticipe qu'elle va se poursuivre à peu près à des niveaux de croissance similaires à ce que vous voyez là sur la deuxième partie de l'année et qu'elle s'accélérera à partir de 2022. L'attractivité auprès des artistes. Pourquoi est-ce que les artistes viennent chez Believe? Ils viennent chez Believe parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus digital. L'exemple que je prenais avec Jul, artiste digital. Les audiences de Jul, ce sont des audiences de 15-25 ans. Donc, quand on fait une campagne de développement pour l'artiste, elle doit être digitale. Donc, vous avez quelques exemples ici de partenariats d'innovation sur lesquels Spotify Discovery Mode, qui est un dispositif de marketing qu'on est aujourd'hui le plus gros acteur à tester au niveau mondial avec Spotify, avec des résultats extrêmement encourageants qui nous permettent d'accélérer le développement de nos artistes et le nombre de streams pour nos artistes. YouTube Shorts, qui est un service de vidéo courte qui est extrêmement populaire et qui est en train d'exploser en usage auprès des 15-25 ans, ou des solutions de marketing très innovantes comme BastageLine. Ce sont ces éléments-là qui fait que quand on parle à un jeune artiste qui est un artiste digital qui a grandi en utilisant une de ces plateformes, on parle avec le même ADN et c'est ce qui fait qu'on a une attractivité beaucoup plus forte avec le fait qu'aujourd'hui la manière dont on travaille, dont on fonctionne avec les artistes est assez différente. Les reversements sont plus élevés que les maisons de disques traditionnelles. Notre partenariat avec les artistes sont plus approfondis et l'expertise est une expertise digitale. Donc je résumais en disant le premier semestre 2021 pour Believe, c'est vraiment ce qu'on a expliqué à l'ensemble des investisseurs dans le cadre du processus d'introduction en bourse, qui est de dire Believe, c'est une histoire de croissance. On investit aujourd'hui dans de la croissance sur des marchés qui sont structurellement, pendant les 10 prochaines années, vont être en croissance très forte, sur lesquels avoir un modèle digital pour une nouvelle génération d'artistes digitaux qui capturent une part de marché de plus en plus significative, ça crée une attractivité forte. Donc, d'où une stratégie d'investissement pour aller renforcer le positionnement dans les marchés, mais une stratégie d'investissement qui aujourd'hui est très contrôlée et avec des niveaux de croissance très rapides qui nous permet à la fois de croître très rapidement et de progressivement augmenter les marges, ce qu'on a vu sur le premier mois de l'année, donc la révision des objectifs. Notre mission, j'ai mise pour finir, qui illustre vraiment l'ensemble des éléments dont on a discuté, c'est notre cœur de métier, c'est vraiment de développer des artistes et des labels indépendants dans chaque pays. Donc vous n'entendrez pas dire que Believe va signer le prochain Ed Sheeran. En revanche, vous êtes en train de dire que Believe va signer le prochain Jul, va signer le prochain Ultimo en Italie, qui était le plus gros artiste en Italie, 3 albums pour la première fois dans le top 10 l'année dernière. Loredana, qui est la plus grosse artiste féminine en Allemagne. Même chose dans un certain nombre de pays. C'est ça notre cœur de développement, les artistes indépendants locaux, avec des solutions adaptées à la fois sur des top artistes dont je viens de parler, mais aussi démocratiser l'accès au marché avec des solutions pour ces centaines de milliers, ces millions de nouveaux artistes et avec une expertise digitale. Dernier élément qui est vraiment au cœur de l'attractivité, c'est la manière dont on construit nos relations avec les artistes, le respect, l'équité, la transparence. L'industrie de la musique, historiquement, c'est pas du tout une industrie qui opère sur ce type de valeurs. Et aujourd'hui, on pense que le digital nous permet de le faire et que c'est un élément absolument essentiel pour aller renouveler nos contrats avec les artistes de manière régulière et puis en attirer de nouveaux. Donc c'est au cœur de la construction de la confiance à la fois avec nos équipes et nos collaborateurs. Et c'est aussi autour de ça qu'on a construit l'intégralité de notre stratégie de CSE.
De RSE, pardon. Je confonds avec le CSR en anglais. Voilà un peu la présentation du modèle, là où on en est et là où on va aller. Voilà. Parfait, super. Vous avez tenu 26 minutes, c'est formidable. Je n'ai pas regardé. Hein. Formidable, comme ça, on aura un peu plus de temps pour les questions. On a déjà reçu quelques questions en ligne, plutôt sur la concurrence, mais avant de vous les poser, peut-être qu'on va évacuer celle de l'introduction en bourse, puisqu'on a reçu quelques questions aussi au préalable, et en particulier un actionnaire qui veut savoir si vous ne considérez pas d'avoir été trop gourmand au moment de la fixation du prix. Alors, c'est vrai que c'est un débat souvent qu'on entend, mais c'est vrai que souvent les actionnaires individuels ont un peu de mal à comprendre les enjeux qui se passent au moment de cette introduction. Ouais, alors qui est une très bonne question. La réponse là-dessus, c'est absolument pas. C'est-à-dire que je l'ai lu sur l'IPO de Deliveroo, où on a entendu des choses très très différentes. On a eu au Royaume-Uni, c'était à Londres. Au Royaume-Uni, exactement. On a eu des discussions dans le passé avec un certain nombre d'acteurs stratégiques. On a eu des discussions avec un certain nombre de fonds d'investissement sur des niveaux de valorisation qui étaient significativement plus élevés que ce qu'on avait à l'IPO. Qui aurait pu être plus élevé si vous étiez coté à New York, par exemple. Et qui aurait été plus élevé si on s'était coté à New York. Et donc, nous, l'enjeu, et il faut bien avoir en tête que dans le cadre de l'introduction en bourse, c'était 100% de la levée de fonds pour aller financer des acquisitions. Donc ça n'est pas du tout un événement de liquidité pour aucun des actionnaires, qui sont des actionnaires de long terme. Et donc notre enjeu aujourd'hui, c'était d'aller sur le marché avec une histoire dans laquelle on pense qu'il y a un potentiel d'accroissement de valeur qui est très très significatif. Ça reflète tout simplement le fait, et ce qu'on voit dans les discussions qu'on a avec les investisseurs, c'est que on est sur faut dire les choses telles qu'elles sont, on est sur un écosystème. On a fait le choix d'aller à Paris. On est sur un écosystème à Paris qui n'a pas la maturité sur les boîtes de croissance et de technologie qu'on peut rencontrer quand on parle à des investisseurs américains ou à des investisseurs anglais qu'on ne voit pas sur ces marchés-là. Je dirais c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que nous, on vient avec Believe, on vient avec un modèle qui est différent. On est un modèle on utilise la technologie, on distribue plus d'artistes sur plus de segments. Donc le travail d'explication du modèle que je fais et qu'on a besoin de faire avec les investisseurs institutionnels, il est exactement le même pour faire comprendre le marché. Il faut avoir en tête, je finirai là-dessus, que les investisseurs sont très peu éduqués au marché de la musique. Il n'y avait pas le bois de côté dans le marché de la musique. Spotify s'est coté il y a quelques années, c'est un modèle qui est différent. Warner s'est coté aux États-Unis il n'y a pas très longtemps. Universal vient de le faire. Nous, on vient de le faire. Donc, on est tout à fait au début du processus d'éducation des investisseurs sur comment fonctionne le marché des artistes, qu'est-ce qui attire les artistes, quelle est la rémunération, quelles sont les dynamiques de transformation de marché. Donc je dirais c'est assez naturel que ce travail prenne du temps, mais pour le coup c'est vraiment quelque chose sur lequel je suis à la fois très confiant sur notre capacité à délivrer ce qu'on a expliqué qu'on allait faire auprès du marché, et puis sur les niveaux de valorisation qui étaient les nôtres au moment de l'IPO. Bien, alors on va revenir sur parce que les premières questions que nous avons eues, c'est sur justement votre environnement concurrentiel et un actionnaire veut savoir qui sont vos principaux concurrents. Si parfois les partenaires que vous avez ne sont pas aussi vos concurrents. Et à propos des concurrents, une question, c'est comment ils réagissent, parce que vous avez dit que vous aviez une forte croissance, et donc un actionnaire voudrait savoir comment vos concurrents réagissent face à votre croissance rapide, et quels sont les principaux risques que vous avez identifiés qui pourraient freiner votre croissance. Que des très bonnes questions. Believe a commencé comme pour utiliser la technologie, pour donner accès au marché à des artistes qui n'avaient pas accès au marché. Donc, il faut bien voir, on me pose souvent la question de Universal, Sony, Warner concurrents. Le portefeuille
me souviens des chiffres il y a quelques années, l'ensemble des majors du disque sur le marché français, je crois il y a 7-8 ans, avaient signé un peu plus d'une dizaine d'artistes. Donc en fait, le marché des artistes établis et le marché des nouveaux artistes, c'était des marchés sur lesquels on a utilisé la technologie pour construire des solutions pour eux, parce que c'était trop cher de produire des CD. Donc c'était des artistes qui n'avaient pas accès au marché. Donc je dirais, les concurrents qu'on a, les premiers concurrents qu'on a eus, ils viennent de cet environnement-là, qui est cet environnement technologique. Parce que pour être capable d'offrir des solutions à des centaines de milliers d'artistes dans le marché ou à des millions d'artistes avec TuneCore sur des artistes en développement, le cœur de l'expertise, c'est de la technologie. Comment on utilise la technologie pour construire des offres, construire des solutions qui nous permettent de gérer. Sur un pays comme la France aujourd'hui, on gère plus de 30 000 artistes. On ne peut pas gérer 30 000 artistes comme Universal Music gère 100 artistes. Donc on est passé, la première dynamique concurrentielle, c'est vraiment celle-là, c'est cet élargissement de marché où là on a construit des solutions, donc on est en concurrence sur ce marché avec des acteurs qui ont fait la même chose que nous, qui ont commencé à se développer sur le marché. Donc notre concurrent sur TuneCore, c'est un concurrent qui s'appelle DistroKid, qui est une boîte américaine qui est technologique comme nous, qui vient de faire une levée de fonds qui a été levée et valorisée, qui est beaucoup plus petite, qui a été valorisée à 1,3 milliard. Donc ça revient un peu sur la question de valorisation. Et donc ce sont ça les acteurs clés. Et donc là-dessus, l'avantage concurrentiel qu'on a, c'est qu'on est allé beaucoup plus tôt, on est dans 50 pays, on s'est déployé plus vite, on opère à une plus grosse échelle, ce qui nous a permis d'investir plus dans la technologie et de croître plus vite que nos concurrents. Et puis, depuis 3-4 ans, on est rentré en concurrence avec les maisons de disques traditionnelles, avec Universal. Pourquoi on est rentré en concurrence avec eux? C'est que depuis 3-4 ans, il y a des segments du marché de la musique qui sont entièrement digitaux. Et donc, dans ces segments-là, comme on sait beaucoup mieux monétiser YouTube, comme on sait beaucoup mieux utiliser TikTok, Spotify Discovery, les exemples, comme on monétise mieux, en fait, on a des artistes comme Jul qu'on avait signé, ou Naps, qui était la Kiffance, qui était le tube de l'été en France. Ce sont des artistes qu'on a signés il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans, quand ils étaient tout à fait en bas de la pyramide en début de développement et qui sont devenus des top artistes dans le marché. Et donc, on a des portefeuilles de plus en plus significatifs de top artistes dans le marché qui nous donnent de l'attractivité aujourd'hui pour aller signer d'autres artistes qui étaient auparavant chez Universal, chez Sony, chez Warner et qui viennent chez nous. Donc je dirais, on a cette concurrence-là en haut. Et évidemment, chez nos concurrents majeurs, il y a des gens qui comprennent bien, qui commencent à voir, ils ont perdu 2% de part de marché en 2018, ils en ont perdu 3% en 2019, ils en ont perdu 4% en 2020. Donc ils perdent très rapidement de la part de marché sur le digital. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à les regarder pour acquérir des boîtes. Mon téléphone sonne régulièrement en disant « Denis, il serait bien qu'on fasse un truc », etc. Mais ils essayent pas de vous piquer les Jul et compagnie? Ils essayent, mais en fait, pour un Jul, il a fait toute sa première partie de carrière dans le digital. Donc un Jul, il sait parfaitement, en fait, on a le même ADN et ils comprennent parfaitement la différence de service. Et donc oui, ils le font. Mais je dirais, avec un Jul, des artistes comme ça sur des top artistes, on va avoir avec un Jul aujourd'hui, on est sous contrat jusqu'en 2035. Donc on a des contrats qui sont des contrats très longs, assez similaires à la manière dont est structuré le marché. Donc, mais je dirais, c'est vraiment d'abord la question de la qualité de service. C'est-à-dire que pour être capable de bien servir ce type d'artiste, c'est pas pour Jul. La qualité clé, c'est pas j'ai des super relations avec TF1 ou M6 et puis je vais pouvoir avoir une campagne de pub. Mais les audiences, elles sont pas là. C'est en fait, je vais t'expliquer exactement comment fonctionne Spotify, comment TikTok, et il va falloir que tu mettes du contenu tel jour à telle heure de telle manière, et c'est ça notre expertise clé. Donc et c'est ça qui fait que la capacité de rétention, elle est sur des top artistes, c'est très fort, elle est très forte. Et on a depuis 1 an et demi, 2 ans, le nombre d'artistes qui font le chemin inverse, en fait, qui commencent à comprendre ces dynamiques est très forte. Par contre, il y a des segments de marché en France, la variété française c'est un bon exemple, on a régulièrement des top artistes qui viennent nous voir, signés en variété française, et sur ces artistes-là, on signe pas et on décline même de signer parce qu'on sait très bien que sur une artiste comme Mylène Farmer ou sur un artiste comme Francis Cabrel, 80% du chiffre d'affaires va être généré par des ventes de CD. Et que ça, Universal, Sony, Warner le fait beaucoup mieux que nous. Sauf que notre réflexion aujourd'hui, elle est assez simple. C'est de dire que quand on regarde les courbes de croissance, dans 10 ans,
Mylène Farmer, ce sera 80% des revenus digitaux de la même manière au fur et à mesure du basculement. Donc c'est vraiment ça les dynamiques concurrentielles, et on opère, et ce qui fait pourquoi est-ce qu'on croit 2 fois plus vite qu'Universal Music en part de marché au premier semestre, c'est exactement ça, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de segments de marché digitaux et donc de plus en plus d'artistes auprès desquels on est attractif. Alors justement, il y a à ce propos, il y a une actionnaire qui aimerait savoir ce qui se passe quand un artiste ne décolle pas, parce que il y a la partie automatisée, mais c'est vraiment donc la partie premium, c'est l'essentiel de vos revenus. Alors je ne sais pas si c'est l'essentiel des 850 000 artistes, mais vous devez bien avoir des artistes qui ne trouvent pas leur marché, qui décollent pas. Très bonne question. En fait, une des choses que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand si vous avez la pyramide en tête, je vais la remettre. C'est que en fait, la manière dont on a construit le modèle de Believe, c'est un modèle dans lequel on veut opérer de manière profitable sur chacun des segments de marché. Donc en fait, les solutions automatisées, on opère les solutions automatisées de manière profitable. Donc en fait, quand un artiste nous paye 50 € par an pour un album, plus des revenus additionnels, ce business, pour nous, il est profitable parce qu'on l'a construit comme un business entièrement technologique. Quand on fournit des solutions à des artistes de la classe moyenne, qui sont des artistes, la plupart des artistes qui sont des artistes établis, qui génèrent entre 10 000 et 100 000 € par an, il n'y en a qu'un tout petit nombre qui va passer un jour dans le top 200 et générer 1, 2, 3, 4, 5 millions. Donc en fait, on a construit aussi un modèle là où les services qu'on apporte aux artistes sont véritablement adaptés. Donc en fait, à la différence, les maisons de disques traditionnelles, on était vraiment sur un modèle de ce que les Américains appelaient le hit ou miss, c'est-à-dire que j'investis très fort sur un artiste, j'espère qu'il va marcher, et s'il marche très bien, il va me générer de la profitabilité. S'il marche pas, je passerai au suivant. Non, nous on est dans un modèle dans lequel on dit on construit une offre de service pour chacun des artistes qui nous permet de travailler avec un artiste de manière profitable, même si ça reste un artiste qui ne sera jamais un top artiste. Et bien évidemment, ce qu'on fait, c'est que on regarde tous les jours, on reçoit de la part de l'ensemble de nos partenaires la donnée de Spotify, d'Apple Music, de Deezer, et on regarde en fait la progression de ces artistes pour savoir quels sont ceux qui émergent, quels sont ceux qui se développent. Et la puissance du modèle, on l'a illustré de manière très forte à la fin du mois de janvier. À la fin du mois de janvier, c'était la première fois dans l'histoire de la musique en France qu'une maison disque, et bien évidemment c'était Believe, avait le top 5 des artistes. C'était jamais arrivé. Donc on avait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et ce qui était très intéressant, c'est que dans le top 5 de ces artistes, il y en a un artiste qu'on avait signé directement. C'était un artiste de top, signé directement. Il y en a 2 qui étaient des artistes établis, qu'on a amenés au top, qui étaient des artistes établis il y a 12-24 mois. Et il y en a 2 qui étaient des artistes de TuneCore il y a 24-36 mois, qu'on a identifiés comme ce développement et qui sont devenus des top artistes. Donc on regarde toute cette donnée et quand on voit un artiste TuneCore qui commence à se développer vers le milieu, on décroche le téléphone et on les appelle, on leur dit voilà, vous avez vraisemblablement besoin de plus de services, voilà ce qu'on peut vous offrir, voilà quels seraient les termes économiques de notre relation avec vous et ainsi de suite. C'est vraiment comme ça qu'on a construit le modèle, et ce qu'on regarde, c'est quelle est la profitabilité quand on travaille avec des top artistes, quelle est la profitabilité quand on travaille avec des artistes de la classe moyenne, et quelle est la profitabilité quand on travaille avec des artistes en développement, parce que c'est ça qui construit la profitabilité de notre modèle. Et alors justement, il y a un actionnaire qui veut savoir quelle est la durée moyenne des contrats avec les artistes. Alors, très variable en fonction de où les artistes se situent dans la pyramide. La manière d'y penser, d'y réfléchir, c'est plus on est vers le haut de la pyramide, plus les contrats sont longs. Et chez TuneCore, les artistes peuvent arrêter leur abonnement avec 30 jours de préavis. Quand on est vers le top, je mentionnais Jul tout à l'heure, c'est des contrats qui vont être de 10 ans, 15 ans typiquement. La grosse différence par rapport au secteur traditionnel, l'approche qu'on a prise nous, c'est de dire les artistes produisent leur musique, donc on ne veut jamais être propriétaire de leur musique. On veut que ce soit eux qui gardent la propriété de leur musique, et ils viennent nous voir pour une période de 10-15 ans pour les accompagner. Bon, je vais me tourner un petit peu vers le directeur des opérations et surtout le directeur financier, parce que j'ai une question sur la valorisation toujours de Believe, mais la question est
est la suivante. Comment justifier la valorisation de Believe avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard pour une estimation de chiffre d'affaires de 550 millions et des pertes en 2021? En fait, le modèle de Believe, et ce qui explique notre valorisation, c'est les perspectives que l'on offre par rapport au marché. On est sur un marché qui va croître pendant au moins 10 ans, voire plus quand on regarde. Parce qu'on est positionné sur des marchés qui sont notamment les marchés émergents qui ont encore des rythmes de croissance très très fortes. Il faut savoir que la pénétration du digital dans 10 ans, on sera à moins de 10% de pénétration dans le monde. Si on prend les pays du nord de l'Europe aujourd'hui, qui sont les pays les plus avancés, ils sont à plus de 30% de pénétration. Donc en fait, on est sur des marchés à très forte croissance. Et on est au tout début de l'histoire. Donc au tout début de l'histoire, parce que comme l'a expliqué Denis, on est sur une partie des genres de musique qui viennent tout juste de rentrer dans la musique digitale. Et en fait, plus le marché va s'accroître et plus les genres de musique vont devenir digitaux. Donc la réalité de notre valorisation, c'est clairement un pari ou une foi ou un belief, comme on dit en anglais, sur où est-ce que on sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et donc, est-ce qu'on va effectivement, à force de croître plus vite que les acteurs traditionnels, les dépasser et arriver à démontrer que notre positionnement dans la musique digitale nous permet d'avoir des parts de marché qui soient au moins égales, voire supérieures aux acteurs de la musique traditionnelle. Donc c'est déjà le cas dans un certain nombre de marchés sur les musiques digitales, en France ou en Allemagne. Et donc en fait, notre modèle, c'est un équilibre entre les investissements que je fais aujourd'hui et que je continue à faire de manière à acquérir de la part de marché et le fait que ces investissements sont individuellement rentables, comme on le démontre au premier semestre de cette année, où en fait on voit qu'on a une rentabilité qui se mesure en EBITDA sur chiffre d'affaires, qui est de plus de 13%. Et donc en fait on voit que ces investissements en fait génèrent effectivement de la valorisation, et donc ce qui explique en fait la valorisation globale du groupe, qui, comme l'expliquait Denis aujourd'hui, est plutôt dans la fourchette basse de ce qu'on peut attendre. Oui, c'est ça. Je rajouterais juste pour compliquer. Enfin, moi, je trouve la manière dont le marché réfléchit à la valorisation, je trouve que elle est, c'est de dire, si on regarde. C'est ce que je multiplie les revenus, si on la regarde d'un point de vue, comment dirais-je, purement financier. On va prendre Universal, j'ai pas fait les derniers calculs, mais on est à 4 fois et demi de chiffre d'affaires. Avec une boîte qui a une rentabilité aux alentours de 20%. Notre réflexion, c'est de dire aujourd'hui, on croît 2 fois plus vite qu'Universal Music. À terme, notre capacité à utiliser la technologie nous amène à penser que on va avoir des rentabilités qu'on va pouvoir opérer, et on le voit déjà dans nos segments commerciaux avec des niveaux de rentabilité qui sont plus élevés. Et aujourd'hui, quand on regarde les multiples chiffre d'affaires comparatif de Believe par rapport à Universal, on est très très en dessous. Donc en fait, le marché aujourd'hui dit, quand je compare Believe par rapport à Universal, je vois effectivement que j'ai un risque d'exécution, ce qui est tout à fait normal. Nous, on est ultra confiants sur ce risque d'exécution parce qu'on le voit sur notre capacité à le contrôler, parce qu'on voit notre capacité à croître. Mais quand on le regarde en comparatif sur des multiples de revenus, qui est l'élément essentiel, aujourd'hui, on a un discount de valeur qui est très très significatif par rapport à ce qu'on a sur des acteurs traditionnels. Oui, mais à propos du risque d'exécution, tout à l'heure je vous avais posé la question, puis on est parti sur autre chose, mais quels sont ceux que vous avez identifiés qui pourraient freiner votre croissance ? Silence. Non, mais les je suis bien forcé de vous poser la question. Absolument. Non, mais ouais, la réponse qu'on a là-dessus sur les risques d'exécution, moi, je suis sûr, il n'y a pas un seul risque d'exécution. En fait, on est dans un business model qui est complexe. Il faut avoir des expertises en termes d'expertise. Il faut avoir des expertises des gens qui constituent des portefeuilles d'artistes, qui développent du relationnel avec des artistes. On a besoin d'avoir une expertise qui est une expertise digitale, des gens qui savent comment utiliser TikTok, YouTube, et ça change tout le temps au mieux pour être capable de développer des artistes. On a besoin d'expertise technologique. Comment est-ce qu'on construit la plateforme technologique pour être capable de servir l'intégralité du modèle. Et ça, dans 50 pays à travers le monde. Mais tous ces gens-là, tout le monde se les arrache, non ? C'est pour ça qu'on est resté en France, en fait.
parce que ce serait beaucoup plus difficile pour nous si on avait choisi de construire nos capacités technologiques aux États-Unis. Aujourd'hui, les développeurs informatiques, ils nous coûteraient 3 à 4 fois plus cher que ce qui nous coûte en France. On aurait beaucoup plus de mal à les retenir et à les fidéliser qu'on peut le faire dans un pays comme la France. Donc, les talents. En fait, ce qu'on voit sur les talents, c'est-à-dire les gens qui gèrent les portefeuilles de musique, sur lesquels on a aussi de la concurrence pour le talent, parce que on forme une nouvelle génération de cadres de l'industrie de la musique. On développe pas un nouvel artiste dans le digital comme on le faisait avant. Donc on a besoin de former ces équipes-là. Et en fait, on s'est organisé, nous, pour être capable on fait plus de formations aujourd'hui que la plupart des acteurs, et très très spécialisés. Et le fait de venir travailler dans une boîte dans laquelle on va à la fois travailler avec des artistes en développement, des artistes établis, sur lesquels on a vraiment mis la stratégie de RSE au cœur de notre approche et du développement de talent, ça sont des facteurs ultra attractifs. Les gens plus venir envie de bosser chez nous avec une dynamique où ils vont se dire « Ah ben ouais, j'adhère au fait que Believe ne prend pas la propriété intellectuelle des artistes, mais leur laisse. Believe reverse plus d'argent aux artistes qu'il le fait. Believe a une expertise digitale plus forte que des acteurs traditionnels. » Ça, ce sont des facteurs d'attractivité extrêmement forte pour nous, pour le talent. Et le fait maintenant d'être une boîte cotée, de pouvoir mettre en place des dispositifs qui vont nous permettre d'associer les collaborateurs, l'ensemble de nos collaborateurs à la création de valeur, ça c'est aussi un élément maintenant d'attractivité. Xavier Dumont, j'ai vu tout à l'heure une slide sur le chiffre d'affaires et puis la rentabilité avec 2 taux de marge d'EBITDA ajustés. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus ? En fait, le modèle de Believe, c'est un modèle dans lequel vous avez 2 natures d'investissement. Vous avez une première nature d'investissement qui sont les équipes locales, où on va donc signer des artistes et des labels. Et en fait, ce modèle d'investissement, il est assez simple. C'est vous arrivez dans un pays, vous mettez 2-3 personnes, ils commencent à signer des artistes et labels. Dès qu'ils arrivent à un niveau de rentabilité cible, qui est aux alentours de 15% d'EBITDA sur chiffre d'affaires, vous remettez des personnes et puis vous attendez qu'ils signent. Et au bout de 12-18 mois, vous pouvez remettre encore des équipes, etc., etc. Et donc en fait, là où on a un investissement qui est complètement maîtrisé, c'est le fait d'arriver à mettre des équipes au fur et à mesure et de contrôler la façon dont la rentabilité se développe. Et donc c'est ce premier taux de rentabilité qui est aujourd'hui de 13%, dont la cible se situe plutôt aux alentours de 15% et qui est très stable dans le temps. Puisque à part 2020 avec le Covid, en réalité quand on regarde 2018, 2019 et vraisemblablement là on va arriver à 2021, on est très stable aux alentours de 15%. Donc ça c'est le premier type d'investissement et ça c'est vraiment un élément clé du modèle puisque c'est ce qui nous permet d'aller signer les Joule, les Naps, etc. Le deuxième élément clé du modèle, c'est l'investissement dans la plateforme centrale. Donc la plateforme centrale, c'est des gens qui sont essentiellement situés à Paris, qui font du développement technologique et qui en fait vont développer les outils qui vont être utilisés partout dans le groupe de manière à pouvoir assurer le gain de part de marché, la localisation, le déploiement des différentes offres commerciales. Cet investissement, c'est un investissement fixe. En fait, donc que transite par nos serveurs 1 million de titres ou 10 millions de titres, en réalité, le coût marginal est assez faible. Donc en fait, cet investissement, c'est un investissement fixe. Et cet investissement fixe, en fait, il doit être payé par la croissance du chiffre d'affaires du groupe. Et donc en fait, la logique de Believe, ça a toujours été de dire, j'investis dans mes équipes au niveau des pays et là je mesure la rentabilité et tous les ans je mesure la rentabilité et en fait la réalité c'est que tous les 6 mois on mesure la rentabilité pour voir si ça grimpe bien et puis un investissement de technologie qui est notre plateforme centrale qui, elle, est aussi payée par la rentabilité. Donc, le mix de Believe, quand on regarde l'historique, c'est que le net entre la rentabilité des opérations qui étaient menées dans les pays et la plateforme centrale, elle était aux alentours de 9% sur chiffre d'affaires. On a en 2020 eu un petit effet dont vous connaissez peut-être le nom qui s'appelle le Covid, qui a fait que d'une part nous avons perdu du chiffre d'affaires parce qu'une partie de la musique est financée par la publicité
l'année, donc le marché de la publicité s'étant effondré, nos investissements, notre croissance a été moins forte. On n'a pas été négatif, on a quand même cru de 12% l'année dernière, mais beaucoup moins forte que ce qui était anticipé. Et comme on avait énormément confiance dans le modèle, on a continué en fait les investissements. C'est-à-dire qu'on a continué à déployer des équipes dans les pays, on a continué à investir dans la plateforme centrale. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en 2020, l'effet, comme on le voit sur cette présentation-là, en 2020, en fait, sur la partie sur ce qui est la contribution générée par les pays moins la contribution de la plateforme centrale, on a été négatif au premier semestre de moins 2,7%. On a quand même été sur l'année positif de l'ordre de 2%. D'accord. Ce qui se passe en 2021, qui est on retrouve les tendances qu'on avait avant le Covid, c'est-à-dire que le net entre ce que nous rapportent les équipes et les pays et la plateforme centrale est positif à hauteur de 3%. Et on pense qu'effectivement, ça va continuer aussi à s'améliorer. Simplement, on est assez, comme on continue à gagner des parts de marché, à croître plus vite que nos concurrents, on souhaite maintenir un niveau d'investissement qui nous permette de continuer à croître rapidement, puisque à la fin des fins, la rentabilité de la société, ça sera sa capacité à prendre des parts de marché, car les parts de marché qu'on prend aujourd'hui sont beaucoup moins onéreuses que les parts de marché qu'il va falloir aller prendre dans les années à venir. Donc on a en fait cet équilibre qu'on maîtrise de façon très fiable en fait entre ce qu'on investit dans les pays et ce qu'on investit dans la plateforme centrale. Alors, il y a un actionnaire qui aimerait savoir quelle est la part de chiffre d'affaires annuel récurrent du fait de ces contrats longs. Est très élevé. Très élevé. Alors, évidemment, différent entre, suivant que vous êtes dans le modèle TuneCore, où là, en fait, vous payez un abonnement chaque année. Et donc, en moyenne, vous avez 70% de ce qu'on appelle de churn, donc de rotation. Oui, et évidemment, plus vous restez sur le service, et moins vous partez, puisque, en fait, au début, vous prenez un abonnement, c'est pour épater votre grand-mère, votre petite amie, que sais-je. Et si au bout d'un an, votre musique n'est pas écoutée, vous avez tendance à quitter le service. Mais en fait, si vous avez des gens qui vous écoutent, vous restez de plus en plus. Donc la réalité, c'est que... De 10 à 50 euros par an, c'est pas ruineux non plus. Ça dépend de votre âge et de votre capacité financière. C'est vrai. Mais, voilà. Donc... sur cette partie-là, effectivement, t'as dit 70% de churn, en fait, c'est 70% de rétention. De rétention. C'est l'inverse. Sur la partie, effectivement, premium, les contrats étant très longs, la réalité, c'est que la croissance, en fait, le chiffre d'affaires, est extrêmement récurrent. Et en fait, la croissance se fait sur la signature de nouveaux labels et de nouveaux artistes. C'est comme ça qu'en fait ça fonctionne. Donc on a en fait une grosse récurrence de nos contrats et en fait comme le marché croît, la croissance du marché, ça vient de deux choses différentes. Ça vient du fait que les labels et les artistes qu'on signe ont du succès ou du moins vendent de plus en plus de musique, et puis du fait qu'il y a de plus en plus d'artistes et de labels qui nous rejoignent pour effectivement assurer la croissance de chiffre d'affaires. Et une actionnaire aimerait savoir si finalement Universal et les autres vont pas vous imiter si ce modèle-là marche si bien. Ils vont, oui, évidemment, ils vont essayer de le faire. Et c'est ce qu'il y en a un d'entre eux qui a commencé à faire, qui est Sony Music, qui a fait l'acquisition de VRChart. Pourquoi est-ce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à le faire? C'est que Universal Music ou ces boîtes ne sont pas des boîtes technologiques. Et en fait, mais c'est d'ailleurs très, très révélateur, qu'est-ce qu'a fait Sony, qui aujourd'hui qui essaie d'imiter ce qu'on a fait en complément de son modèle. Ils ont racheté VRChart parce qu'ils n'avaient pas la capacité technologique. Ils n'ont pas redéveloppé en interne. Et aujourd'hui, ils sont à une taille qui fait qu'ils n'ont plus la capacité d'acquisition. Sony a essayé de faire une acquisition en Angleterre, qui est en train d'être regardé par le gendarme de la concurrence en ce moment, qui vient de rentrer en phase 2, sur laquelle il y a du risque. Je pense que Universal, compte tenu de sa part de marché, a une capacité d'acquisition aujourd'hui qui est extrêmement faible. Et donc, la capacité de ces acteurs à venir et acquérir est très faible. Et quand on regarde sur les acteurs aujourd'hui, des acteurs à notre taille, déployés multi-pays à l'échelle à laquelle on est, il n'y en a pas.
Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ils vont venir dessus, mais pour des acteurs traditionnels, c'est très compliqué à faire parce qu'il n'y a pas l'ADN et il n'y a pas la culture technologique. Et l'autre chose qu'il faut bien voir, qui est un axe très fort, c'est qu'on a l'impression que des boîtes comme Universal ou Sony, ce sont des boîtes globales. Il n'y a rien, c'est faux. C'est-à-dire que l'essentiel du chiffre d'affaires d'une boîte comme Universal, il venait des États-Unis et un peu d'Europe. Universal Music, la taille des équipes d'Universal Music, aujourd'hui, on a plus de monde en Chine qu'Universal Music. En Inde, on est le deuxième plus gros acteur du marché avec Sony Music. Donc il y a beaucoup de marchés sur lesquels ces boîtes n'existent pas ou elles n'existaient pas à l'échelle et donc elles n'ont pas la puissance de marque d'attirer les artistes et de la crédibilité qui consiste à dire je suis dans le marché depuis 10 ans comme c'est notre cas sur la plupart de ces marchés-là, en ayant développé un track record de succès d'artistes l'un après l'autre qui fait la construction de marque. Donc oui, elles vont venir parce qu'elles sont intelligentes, mais elles vont avoir à faire l'intégralité du travail qu'on a à faire. Et la dernière chose à avoir en tête là-dessus, c'est que le monde de la musique, c'est par nature, c'est un monde oligopolistique. C'est jusqu'au... Ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est que jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas 3 majors du disque, il y en avait 7 ou 8. Et qu'en fait, le marché s'est concentré à partir de 2003, 2004, 2005, quand les ventes de CD ont chuté avec le piratage et qu'il a fallu rationaliser les coûts. Et là, on est passé de 7 majors à 3 majors en l'espace de 4-5 ans. Aujourd'hui, on opère sur des marchés qui sont en croissance, qui sont des marchés mondiaux. Moi, je pense qu'on va revenir à un paysage dans lequel il y aura 5, 6, 7 gros acteurs au niveau mondial qui vont se partager le marché. Et nous notre ambition aujourd'hui, c'est d'être un de ces acteurs-là, d'être l'acteur qui est le plus digital, qui a l'expertise technologique et digitale la plus avancée et qui travaille avec des artistes de manière respectueuse, équitable, transparente. C'est vraiment nous notre axe et on pense que c'est ce qui a fait notre succès jusqu'à présent et on pense que c'est ce qui va continuer à faire notre succès dans les années à venir. Mais il y a aussi des plateformes qui ont beaucoup de succès auprès des artistes comme Patreon par exemple, où il y a une rémunération des artistes très élevée pour peu qu'ils vendent. Ouais. Mais alors il y a deux. Alors je dirais et peut-être pour finir de répondre à une question auquel on n'a pas répondu tout à l'heure, il y a effectivement Patreon. C'est un sujet qu'on regarde en ce moment. Nous on regarde de très près, bien évidemment, vous vous en doutez, le sujet des NFT. Donc en fait, Patreon, c'est quoi? C'est en fait, c'est dire ce que c'est les NFT. Pardon, je vais expliquer les NFT. Ouais, Patreon et les actifs non fongibles, exactement. C'est quoi? C'est en fait, ça essaie de répondre à la question. Comment est-ce qu'on organise et on monétise la relation entre un artiste et ses fans? Je vais prendre un exemple. La plus grosse opération de... Oui, d'ailleurs, vous pourrez aussi répondre ça permettra peut-être de répondre aussi à une autre question qui est comment vous suivez vos artistes au jour le jour et comment vous leur permettez d'émerger. De se développer. Donc, très bien. Donc, la première, c'est la question de comment on gère la relation de l'artiste avec les fans. Chaque artiste, à peu près, l'idée à avoir en tête, c'est qu'il y a 1 à 2% des gens qui suivent un artiste qui sont des gens qui sont très engagés, qui vont acheter des t-shirts, qui vont aller à un concert, etc. Et donc, sur ces artistes-là, ce sont des choses qu'on fait déjà, et c'est un peu ce que fait Patreon. On a fait avec Jul la plus grosse opération de partenariat qui a été faite avec une marque en Europe en 2020. On lui a fait développer, on lui a dit il y a 2 ou 3 ans, il faut absolument que tu développes une application. Tu as une base de fans qui est extrêmement significative, on va créer une application pour toi dans laquelle tu mettras de la musique, etc. Donc on a créé cette application, elle est restée numéro 1 des téléchargements sur l'App Store en France pendant 1 mois et demi. Et puis l'année dernière, ASICS est venu nous voir et nous a dit j'aimerais faire un partenariat, je vais faire des baskets Joule. On va vendre des baskets Joule, 95 €, on va les mettre aux couleurs de Joule. On a monté l'opération avec eux, on a monté un package pour offrir des super baskets aux fans de Jul, et on en a vendu 25 000 en 24 heures, uniquement avec la gestion de l'application de Jul. Et donc en fait, Patreon, c'est exactement ça. C'est comment est-ce qu'on construit des solutions qui permettent à l'artiste d'avoir une relation directe
avec les fans. Et dans ce cas-là, c'était une opération pour des baskets. Dans d'autres cas, ça va être leur donner du contenu en avance d'une sortie d'album ou leur donner accès de manière préférentielle à des places de concert. Donc c'est comment on gère tout cet aspect-là. Et les actifs non fongibles dont je parlais tout à l'heure, les NFT, c'est le prolongement digital de ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour aujourd'hui créer des contenus digitaux spécifiques ou des contenus digitaux avec des places de concert qui nous permettent de dire, bon ben voilà, l'artiste va mettre à disposition de manière unique à un fan, 10 fans, un accès dans la loge après le concert, un titre qui ne sera pas disponible sur son album. Comment est-ce qu'on crée en fait ces éléments qui permettent de gérer la relation avec l'artiste. Donc, et après, comment est-ce qu'on développe les artistes ? C'est vraiment dans la compréhension de ce qu'est le monde digital. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, et quelque chose qui s'est accéléré pendant la pandémie, c'est du marketing et de la promotion digitale. Donc on va aller voir nos partenaires, Spotify, YouTube, on va investir chez eux pour faire en sorte que quand vous allez, si vous avez un abonnement Deezer, vous allez sur la page d'accueil de Deezer, quand il y a la sortie du nouvel album de Vianney, vous la voyez en gros, qu'il y ait des dispositifs de partenariat, que l'artiste apparaisse au billboard sur Times Square à New York. Donc c'est vraiment ce type de partenariat qu'on met en œuvre avec nos partenaires. Bon, mais écoutez, c'est super. On va s'arrêter là. On pourra en parler pendant des heures parce que c'est vraiment passionnant. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Je vais quand même pas résister à vous poser la dernière question qui vient juste de tomber. Et si un major plus classique vous faisait une offre que vous ne pouvez pas refuser, comme aurait dit Marlon Brando dans Le Parrain ? La question, c'est qu'est-ce qu'une offre qu'on ne peut pas refuser ? C'est ça. Non, c'est probablement une offre qui redonnerait le sourire à certains actionnaires qui ont souscrit au moment de l'introduction en bourse, parce que là, la prime devrait être importante. Absolument. Non, la réflexion là-dessus, elle est assez simple, c'est de dire en fait, on a un modèle. Nous, on est très confiants dans le modèle. Et enfin, une fois, moi, mon téléphone, il sonne régulièrement avec des gens qui nous appellent et qui nous disent est-ce qu'on peut pas discuter. Moi, ma réflexion, c'est de dire on a un modèle sur lequel la base fondamentale, c'est offrir la meilleure qualité de service aux artistes, le respect, l'équité, la transparence et pouvoir fournir du service à l'intégralité des artistes parce qu'on pense que c'est ça qui fera le succès d'une maison de disque de demain. Donc demain, s'il y a quelqu'un qui a parfaitement compris ça, qui vient et qui nous dit ouais, les gars, vous avez compris ce qu'il fallait faire, moi je l'ai bien compris comme vous, je suis d'accord avec vous, c'est ça que je veux le faire plus grand, plus vite de cette manière-là. Évidemment, on aura des discussions. Et évidemment, compte tenu du potentiel de croissance qu'on voit devant nous, il faudra que la valeur financière reflète ce potentiel. Ça, c'est absolument maison. Mais oui, on aura les discussions exactement avec ces éléments en tête. Très bien. Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, nous allons nous arrêter là. Merci à tous.